Les innovations de la vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Nous en parlons dans ce numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1. À tous, bienvenue. Avant d'en savoir un peu plus sur ces innovations apportées dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19, nous allons d'abord faire le point de la pandémie des 2 dernières semaines. Et c'est avec vous, docteur Koné Amidou. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes médecin de santé publique, option vaccinologie. Vous êtes responsable de la sécurité des vaccins, de la qualité des vaccins, surtout au programme élargi de vaccination. Également membre de la task force et du comité de coordination du niveau central et notre consultant donc pour cette émission. Merci et bienvenue. Merci beaucoup. Également avec nous sur ce plateau pour parler de ce sujet, Monsieur Prudencio Kenneth. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du plaidoyer, plus précisément à ASAPSU, qui est une association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine. Et vous êtes membre, ASAPSU est membre de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire, FENOCI. Exactement. D'accord. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté donc de participer à cette émission. Nous allons commencer tout de suite par le point de la situation à la date du 3 novembre 2021. D'abord, sur le plan épidémiologique, docteur Koné. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole dans le cadre de cette émission. Il faut dire qu'à ce jour, à la date du 3 novembre 2021, on a pratiquement 61 330 cas confirmés, avec 60 119 personnes ici guéries, et 696 décès et 516 cas actifs. D'accord. L'analyse qu'on peut faire, c'est que là, il y a 2 semaines, on était à 822 cas actifs. Donc, on pourrait dire que le nombre de cas actifs a diminué. Également, quand on va se référer également aux 2 dernières semaines, dans cette semaine, on a 7 cas de décès. Donc, précédemment, on peut dire aussi qu'il y a une chute ici, une baisse également du nombre de décès. Voilà l'interprétation que je peux faire par rapport à la situation épidémiologique. Alors, c'est le signe que les actions portent leurs fruits. Oui, je crois que c'est le signe que les actions portent les fruits et cela est directement en rapport avec la vaccination parce qu'on constate que le nombre de personnes vaccinées également est de plus en plus élevé. D'accord. Alors, voyons, justement, on va faire le point de la vaccination à la date du 2 novembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut dire qu'à la date du 2 novembre, nous avons près de 3 400 000 doses de vaccins qui ont été administrés au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un bon point. Oui, c'est un très bon point parce que avec 3 millions de doses, plus de 3 millions de doses administrées, je pense que c'est déjà bon. Parce que nous sommes en avance par rapport à certains pays qu'on ne citerait pas ici. D'accord. Voilà. En Afrique surtout, bien sûr. En Afrique de l'Ouest, hein? Bien sûr. D'accord. Alors, est-ce que ce chiffre déjà montre qu'on est sur la bonne voie pour l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés? Oui, je crois que ce chiffre montre qu'on est sur la bonne voie puisqu'il s'agit d'objectifs. Notre objectif, c'était de vacciner 30% de la population d'ici décembre 2021 et atteindre les 70% de population vaccinée au mois de mars 2022. Bon, déjà avec ce chiffre, nous avoisinons déjà les 1 million, en moyenne les 1 million de vaccinés par mois, ce qui est un objectif ici que le ministre de la Santé, M. Pierre Demba, avait fixé ici dans le cadre de cette vaccination. Donc je pense que nous sommes en train d'atteindre les objectifs. D'accord, 30%, on peut évaluer avec ce chiffre-là, on peut évaluer avec... Non, mais quand je parle de 30%, c'est 30% de 16 millions de personnes que nous souhaitons vacciner qui constituent la cible ici de cette vaccination contre la Covid-19 au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et en termes de disponibilité de vaccins, quelles sont les capacités de la Côte d'Ivoire actuellement? Ok, je pense que ça c'est une très 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 bonne question puisque depuis le début, toutefois qu'on faisait ces émissions, notre plainte était qu'il y avait une tension vaccinale au niveau mondial, qu'il y avait des problèmes pour avoir les vaccins. Mais je pense que maintenant ce problème est réglé au niveau de la Côte d'Ivoire parce qu'à ce jour, nous avons près de 6 millions de doses de vaccins.
Et si nous respectons notre rythme de consommation qui sera une moyenne d'1 million de doses administrées par mois, au moins au 31 décembre, il nous restera encore près de 4 millions de doses. D'où la nécessité de penser aussi à d'autres stratégies novatrices pour pouvoir consommer ces vaccins, pour dépasser même en quelque sorte ces 1 million de doses mensuelles et passer peut-être à une étape plus supérieure. Pourquoi pas faire 2 millions, 3 millions de doses par mois. Puisque les vaccins sont disponibles. Puisque les vaccins sont disponibles. D'accord. Oui. Alors donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle, Monsieur Prudencio Kenneth, oui. D'avoir des vaccins disponibles, de voir qu'au niveau épidémiologique, le nombre de décès baisse. Alors vous, en tant que communautaire, quelle analyse faites-vous? Alors, dans un premier temps, il est important de féliciter le gouvernement pour ce travail colossal qui a été fait dans la stratégie vaccinale, qui a été mise en place. Aujourd'hui, la société civile a vu son fonctionnement être drastiquement modifié avec l'arrivée de la Covid-19 dans notre pays, notamment parce qu'on était beaucoup plus sur des stratégies de sensibilisation. Aujourd'hui, le gouvernement a impliqué la société civile dans la stratégie vaccinale, a impliqué la société civile dans les commissions de réflexion autour de la manière dont le vaccin devrait être déployé. Et aujourd'hui, les résultats dont Dr Koné parle, ça nous touche tous parce qu'on se dit on a quand même fait un pas. Il est très important de dire que la société civile a participé non seulement à ces commissions de décision-là, mais également sur le terrain, aux côtés des populations, parce que ASAPSU, comme vous le savez, c'est une organisation à base communautaire qui a un ancrage très fort dans la communauté et qui a pu voir et qui a pu même participer très fortement justement à ce déploiement de vaccins-là, avec les comités de veille qui ont été mis en place, avec les campagnes de sensibilisation et de lutte contre les rumeurs qui sont propagées justement par les réseaux sociaux en l'occurrence. Oui, ça c'est également un facteur très important. Mais vous travaillez sur quel aspect, vous? Au niveau, vous faites partie de la FENOCI, on l'a dit. Oui. Mais vous travaillez sur quel aspect exactement, ASAPSU? On travaille justement sur deux aspects. ASAPSU est une organisation qui travaille à la fois avec les communautés et avec le gouvernement. Avec la communauté, le travail consiste justement à, grâce à notre proximité avec le gouvernement, à partager des messages vérifiés, des informations vérifiées, à sensibiliser sur la nécessité de se vacciner, à rapprocher le vaccin, les solutions des populations. Et avec le gouvernement, la stratégie d'ASAPSU, c'est vraiment de continuer à plaider pour une amélioration parce que les évidences que nous tirons du terrain doivent servir à la stratégie vaccinale, doivent servir justement à ce que le gouvernement puisse toucher les populations adéquates. D'accord. Okay. Pour parler du leadership, je pense que c'est réel parce que il faut aussi féliciter les partenaires, puisque les partenaires aident beaucoup la Côte d'Ivoire. Et je voulais, pour rappel, dire que le ministre aussi n'hésite pas à faire des plaidoyers dans tous les sens pour qu'on puisse avoir les moyens pour faire cette vaccination. Voilà, donc il y a un leadership fort qu'il faut également apprécier au niveau du gouvernement et au niveau du ministère de la Santé. Et qui doit se poursuivre. Hein. Bien sûr. Pour la bonne marche donc, de la lutte contre cette pandémie, qui est notre lutte à tous. Absolument. Allez, nous allons donc aborder le sujet de cette émission, les innovations de la vaccination justement contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Quelles sont ces innovations? Je rappelle que la vaccination anti-Covid-19 a commencé depuis le 1er mars 2021 et nous sommes, vous l'avez dit à l'instant, à plus de 3 millions. C'est encourageant. Oui. Alors, quelles sont ces innovations que vous apportez? Merci beaucoup. Et pourquoi? Je pense que ici, les innovations portent sur la réponse vaccinale. Il faut dire qu'au départ, quand on a commencé cette vaccination contre la COVID-19, l'épicentre ici de l'épidémie était à Abidjan. Donc nous avons concentré nos efforts au niveau d'Abidjan. Je vous l'ai dit plusieurs fois, on est passé de près de 62 équipes de vaccination à près de 185 équipes de vaccination. Quand vous dites l'épicentre... L'épicentre, c'est pour dire qu'il y a 95% des infections Covid étaient au niveau du Grand Abidjan. Voilà, donc la stratégie a été adaptée à Abidjan en augmentant les équipes de vaccination. Et maintenant, nous avons constaté que l'épicentre de cette épidémie commence à se déplacer, puisqu'il y a des cas. Donc, on a des cas maintenant dans 7 grandes régions. Donc, on a essayé d'orienter la réponse vaccinale dans ces 7 régions sanitaires du pays ici, où s'est déplacé le profil épidémiologique. C'est-à-dire que dans ces 7 régions,
on a constaté que de plus en plus, ce n'est plus Abidjan, mais il y a 7 grandes régions au niveau du pays où on constate qu'il y a de plus en plus de cas de Covid. Donc on s'est dit du coup, il faut renforcer la vaccination dans ces grandes régions, c'est-à-dire que la technique qui a été appliquée au niveau du Grand Abidjan, il faut appliquer aussi cette technique-là, cette réponse vaccinale au niveau de ces 7 régions sanitaires. Et est-ce que vous pouvez rappeler cette technique vaccinale qui a été Non, appliquée, c'est juste, il s'agit dans ces 7 régions d'augmenter encore le nombre d'équipes de vaccination. Voilà, faire une micro-planification en tenant compte de tous les aspects qu'on n'avait pas pris en compte au départ. C'est-à-dire que dans ces régions, on regarde par exemple à la date d'aujourd'hui, quelle est la cible à vacciner et combien de personnes restent-ils à vacciner. Et donc ces personnes qui restent à vacciner là, on essaie de mettre en place une stratégie pour qu'on puisse les vacciner dans une période au moins de 2 semaines. Voilà, donc ça nous permet d'atteindre toutes les cibles dans ces régions-là en 2 semaines. Donc ça va permettre ici de régler, d'augmenter le nombre de personnes vaccinées et on pourrait avoir une immunité de groupe et la maladie aura des difficultés pour progresser. Alors, Monsieur Prudencio, oui, docteur, vous terminez. Oui, je pense que vous pouvez lui passer la parce que je voulais déjà aller, puisque ça c'était la première innovation. Oui, on va d'abord demander, on va passer à la deuxième innovation, mais avant, Monsieur Prudencio Kenneth, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez concentré trop d'efforts, trop d'énergie au niveau du Grand Abidjan et que l'intérieur, qui est aujourd'hui devient, je vais dire, l'épicentre de l'épidémie, a été délaissé? Je pense que la raison pour laquelle le Grand Abidjan a été ciblé, c'est la raison que le docteur Koné vient de dire, 95% des malades recensés étaient au niveau d'Abidjan. Donc cette stratégie était pertinente. Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui, l'objectif c'est quand même de protéger la totalité de la population ivoirienne. Et donc aujourd'hui, le fait de modifier, le fait d'adapter justement les doses de vaccins qui sont arrivées aux besoins et à l'étendue du territoire, je pense que c'est une stratégie qui est louable et surtout qui est à mettre en même temps en synergie avec la volonté des organisations de la société civile de toucher les communautés qui en ont le plus besoin dans ces régions-là que vous avez citées. C'est-à-dire que cette stratégie de déploiement, de redéploiement, doit tenir compte du fait que les communautés les plus éloignées sont celles qui sont à cibler. Justement, avant même de parler de redéploiement de la vaccination, je vais dire, qu'est-ce qui explique ce fait? Est-ce que parce que les populations de ces régions reculées n'ont pas eu l'information? Non, je ne pense pas que ce soit un problème d'information. Je pense que ce soit au début de l'épidémie, c'est un problème de disponibilité des vaccins. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais un problème de disponibilité des vaccins qui a justifié ce focus-là sur Abidjan. Aujourd'hui, les vaccins sont disponibles. Aujourd'hui, nous pouvons aller vers la communauté et leur dire, voilà, le gouvernement va arriver. Le gouvernement va vous atteindre parce qu'aujourd'hui, il y a des vaccins qui sont disponibles. Voilà. Oui, docteur. Il faut dire que, comme il a dit, Abidjan, on ciblait près de 3 500 000 personnes. Et si on a 1 million de doses de vaccins, il faut se concentrer sur l'épicentre. C'est ce qui a été fait. Mais malgré ça, nous n'avons pas oublié l'intérieur, puisqu'il y avait des équipes de vaccination à l'intérieur. Maintenant, j'ai dit, maintenant que nous avons suffisamment de vaccins, on continue de se concentrer sur Abidjan et on attaque les régions où on constate qu'il y a plus de cas de Covid. Donc, je pense que c'est une très très bonne stratégie qu'il faut quand même apprécier. Voilà, parce que la stratégie vaccinale est orientée selon le profil épidémiologique de la Covid. Voilà. D'accord. Donc, avec cette stratégie, M. Prudencio Kenneth, vous êtes sûr qu'on va pouvoir assister à moins de cas dans ces différentes régions désormais? Les chiffres le montrent. Hein. Avec le développement de la stratégie vaccinale, on a une réduction du nombre de morts. Donc pour nous, c'est des chiffres qui sont macro. Bien sûr, le constat est là. Voilà, le constat est là. Nous, dans la société civile, au niveau de la SAPSU, on analyse les données, les mêmes données, semaine après semaine, mensuellement, on essaye de voir. L'arrivée de la vaccination concorde avec une baisse du nombre de morts. Donc aujourd'hui, que le fait que la vaccination arrive justement dans ces régions un peu plus éloignées, nous pensons que c'est une bonne chose, c'est positif en tout cas. Maintenant, l'analyse des impacts va justement se faire après, avec un peu plus de recul, mais nous pensons que c'est une bonne chose, un aspect positif.
D'accord. Alors donc, population vaccinée, population protégée. Oui, population vaccinée, mais population protégée lorsqu'on fait les 2 doses. Voilà, parce que notre défi aussi, c'est le fait que le nombre de deuxièmes doses n'était pas trop élevé. Maintenant, on a une augmentation de la deuxième dose qui avoisine aujourd'hui, qui dépasse les 900 000. Et bientôt, nous allons atteindre 1 million pour les deuxièmes doses. Voilà. Et dans ce cadre-là, il y a aussi une innovation, c'est le rappel SMS de la deuxième dose avec l'appui des maisons de téléphonie cellulaire au niveau national. Ça consiste à quoi? Ça consiste à dire que lorsque moi je viens, M. Kenneth, c'est ça, il vient se faire vacciner pour la première dose, il y a un délai pour faire la deuxième dose. Voilà, je prends pour le cas du vaccin Pfizer, il a fait sa vaccination 8 semaines après, il doit venir pour sa deuxième dose. À cette date, il reçoit un SMS qui lui dit, M. Kenneth, vous devez venir faire votre deuxième dose de vaccin. Alors il se rend dans un site le plus proche, et fait sa vaccination. Donc c'est un élément important parce que l'oubli aussi peut être un facteur qui fait qu'on ne peut pas faire la deuxième dose. Absolument. Voilà. C'est une très belle trouvaille. Oui. Alors, Monsieur Prudencio Kenneth, alors votre appréciation de cette nouvelle technique? C'est une technique qui découle d'une stratégie qui est utilisée avant la Covid, qui est le rappel des perdus de vue de la vaccination. Donc je pense que la DCPEV et le gouvernement s'inspirent des choses qui ont marché, ce qui est positif. Ce qui est également important de mentionner, c'est que nous, en tant que société civile, nous rappelons, nous martelons, nous insistons sur le fait que pour que justement ces éléments-là puissent avoir l'effet escompté, pour que ça puisse toucher les communautés dans les endroits où elles en ont le plus besoin, il faut que nous passions par les communautés elles-mêmes. Il faut faire des communautés, non pas juste des acteurs passifs, mais vraiment des gens, des personnes, utiliser les groupes de communautés pour justement pousser cette stratégie vaccinale-là. Faire en sorte que ce soit les communautés elles-mêmes qui soient actrices de ce changement-là, actrices de ce déploiement et qu'elles soient mises justement à l'œuvre au sein de cette stratégie. Merci beaucoup parce que ce qu'il dit est tellement important dans tous les documents de vaccination, c'est la génération de la demande de vaccination. C'est-à-dire qu'on doit sensibiliser la population de telle sorte qu'elle comprenne l'intérêt de la vaccination et elle demande la vaccination comme un droit. Si nous atteignons ce niveau-là, je pense qu'on pourra résoudre beaucoup de problèmes en matière de vaccination. D'accord, je voudrais qu'on insiste un peu sur cette innovation de rappel SMS. Avec vous, M. Kenneth, à l'intérieur du pays, nos parents qui sont dans les hameaux les plus reculés, qui certainement ne savent pas lire et écrire, est-ce que ça va marcher avec eux? Ou alors qu'est-ce que vous comptez faire pour effectivement appuyer cette action? Ce que nous faisons déjà, ce que la société civile fait déjà, ce que la société civile appelle à faire, c'est justement de mettre à profit la présence des petites ONG qui sont dans les communautés les plus reculées, encore une fois. C'est-à-dire que c'est ces ONG-là qui ont cette proximité avec la personne qui en a besoin, qui va venir lui expliquer la situation dans sa langue, dans son dialecte, et qui va lui présenter les tenants et les aboutissants. Donc nous poussons pour que justement ces ONG-là soient soutenues par le gouvernement, qu'elles soient soutenues par les partenaires, parce que je tiens encore une fois ici à remercier l'UNICEF et tous nos partenaires, dont je ne pourrais pas me rappeler de tous, mais qui sont présents et qui accompagnent aujourd'hui le gouvernement, que le soutien des ONG continue pour que celles-ci puissent continuer leur travail avec les communautés, parce que c'est elles qui vont aller voir nos parents dans les hameaux, comme vous dites, et leur dire, voilà, il y a une situation, leur présenter en termes clairs les besoins, les retombées, tout ce qu'il y aura, et en termes de SMS ou pas de SMS, si dans une ONG, je donne un exemple, si dans une ONG, quelqu'un qui a suivi une famille éloignée reçoit le SMS, cette personne-là est capable d'aller voir cette famille-là et de lui dire, voilà, il y a le rappel qui est pour demain, qui est dans une semaine. L'idée, c'est de vraiment diminuer la distance. Il faut réduire la distance entre l'information
et l'informer. Vous avez parlé donc de petites ONG qui peuvent, puisqu'elles sont sur place, Oui. peuvent même faire le système porte-à-porte. Bien sûr, il y a les ONG, il y a d'autres choses, parce que faut dire qu'on travaille déjà avec les préfets qui réunissent tous les chefs de village, qui passent l'information. Il y a aussi le comité de veille au niveau des districts sanitaires, je pense qu'il va revenir sur cet aspect. Tout ça est déjà mis en place, et sans oublier les radios de proximité. Exactement. Où on fait passer également le message en langue locale. Mais pour cette stratégie, puisque nous avons maintenant assez de vaccins, c'est de mettre à contribution tous les 2400 à 600 000, 2400 centres vaccinateurs du niveau national. C'est-à-dire que dans certains villages, il y a des centres de santé, et tous seront mis à contribution. Voilà, pour que les vaccins puissent il y ait une égalité dans la distribution de la vaccination. Je pense que la Côte d'Ivoire a une grande expérience de mobilisation de proximité grâce à l'appui de la FENOCI, qui est une organisation quand même qu'il faut grandement respecter, qui regroupe la plupart des organisations de la société civile, dont ASAPSU. Et je pense que c'est des gens qui font du bon boulot sur le terrain. Il faut quand même encourager cela, et ils le font avec la population. Et comme je le dis, une vaccination sans l'implication de la population ne peut jamais marcher. D'où cette notion de génération de la demande de vaccination. La vaccination doit être considérée par la population comme un droit. Et chacun doit être vacciné pour être protégé. D'accord. Voilà. Et en cela, donc, le gouvernement y met les moyens, les acteurs de la société civile donc, sont disponibles également sur le terrain pour accompagner donc, cette action. Vous nous parlez d'une autre grande innovation. Oui, je parlais d'une autre innovation. Ça, c'est le fait, il faut dire qu'au début de la vaccination, le gouvernement avait acquis 4 chambres froides ultra basses. C'est-à-dire pour les vaccins qui sont conservés à moins de 70 degrés. Bon, là, le gouvernement avait déjà près de 10 chambres froides, dont 4 sont à Abidjan. Donc, on a décidé maintenant d'envoyer près de 4 chambres froides à l'intérieur du pays. L'objectif, c'est quoi? Lorsque ces chambres froides ultra basses sont à l'intérieur, puisque nous avons beaucoup de vaccins maintenant, on pourrait envoyer une grande quantité de vaccins qui sera plus proche de la population. Parce qu'il faut le dire déjà, les vaccins Pfizer, c'est des vaccins qui sont autour de moins 70 degrés. Donc, cette conservation nécessite ici des chambres froides ultra basses. Mais jusque-là, les vaccins ont été bien conservés, tous les Oui, vaccins. il faut le dire. Les vaccins étaient conservés au niveau central, puisque nous avons une chambre froide au niveau central. Je vous l'ai dit dans les émissions passées. On avait aussi des dépôts régionaux, mais qui n'avaient pas forcément la capacité de conserver des vaccins à moins 70 degrés comme le vaccin Pfizer. Maintenant, on va délocaliser, avoir au moins 4 chambres froides ultra basses au niveau des différentes régions où les vaccins, lorsque ça vient déjà d'Europe, on les transfère directement dans ces chambres froides-là, et ces vaccins seront proches des districts sanitaires, des populations, et chaque fois ils pourront s'approvisionner pour éviter les problèmes de rupture de vaccins. D'accord. Monsieur Prudencio Kenneth, effectivement, ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, à rapprocher, envoyer donc les services vers les populations. Exactement, ça rejoint ça totalement. Et juste pour compléter un peu ce que le docteur Koné vient de dire, et je pense que cette question du vaccin, cette question de chambre froide, cette question d'impact sur les populations, nous fait un peu toucher du doigt la question du renforcement du système de santé dans sa globalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vaccination est une partie importante du système de santé. Et nous, en tant que société civile, ce qu'on pousse également, c'est que justement, la Côte d'Ivoire puisse justement, à la suite de cette pandémie, renforcer son système de santé, que cette pandémie permette aujourd'hui d'avoir un impact beaucoup plus global sur le système de santé en général. Donc c'est très important que cette épidémie soit juste, épidémie, selon les situations, soit justement un moment où on repense le système de santé, on renforce beaucoup plus globalement le système de santé de Côte d'Ivoire. Oui, justement, parce qu'en fait, c'est un coup dur et ça mène donc à réfléchir, à mettre des stratégies durables en place donc pour accompagner le système. On a combien de chambres froides qui seront installées 4. On a 4? Oui. D'accord.
Vous pensez que c'est suffisant? Oui, je pense que c'est suffisant. C'est D'accord. beaucoup suffisant. Puisque c'est suffisant, je pense que c'est suffisant. D'accord. Voilà. On va avoir beaucoup de doses de vaccins à l'intérieur du pays pour Oui, on va desservir bien. tous les centres vaccinateurs là-bas. Oui, puisque c'est pas forcément, c'est pas dans les centres vaccinateurs, c'est des dispositifs qu'on met au niveau des régions. Et lorsque les vaccins arrivent au niveau d'Abidjan, autant on les conserve au niveau central, on peut les conserver au niveau de ces régions-là. Voilà, ça va faciliter le déplacement des responsables des districts sanitaires pour venir chercher ces vaccins. Et ça va aussi régler beaucoup de les problèmes de déplacement. D'accord. Voilà. Et comme on a assez de vaccins, je pense que c'est une stratégie qui est très bonne, qui pourra aider. Allez donc, voici l'information donc à donner. Il y a assez de vaccins. Allez vous faire vacciner. Les centres de vaccination, il y en a un peu partout donc sur l'étendue du territoire national, tant à Bujon que dans les différentes régions. Merci à vous, Monsieur Prudencio Kenneth. Je rappelle que vous êtes responsable du plaidoyer à ASAPSU, qui est une association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine. Et ASAPSU est membre donc de la FENOCI, qui est la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Encore merci et grand merci à vous, Dr Koné Amidou. Je rappelle que vous êtes le consultant de cette émission, mais vous êtes médecin de santé publique option vaccinologie, responsable de la sécurité et de la qualité donc des vaccins au niveau de la DCPEV, le programme élargi de vaccination, membre de la Task Force et également membre du comité de coordination du niveau central. Merci en tout cas d'être venu, vous deux, pour toutes ces informations. Merci à l'UNICEF, au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers la direction justement de coordination du programme élargi de vaccination, ainsi qu'aux organisations de la société civile qui nous accompagnent pour cette émission sur la COVID-19. Merci également à vous de l'avoir suivi et également à l'équipe de réalisation. Prenez soin de votre santé et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1.